Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. Ce soir, nous accueillons sur le plateau Adrien TE. Bonsoir. Bonsoir Amina. Adrien, on vous connaît déjà, vous êtes membre de la France Insoumise. Aujourd'hui, vous êtes sur notre plateau en tant que candidat aux législatives dans la Circo 2. On en parle tout à l'heure avec vous dans quelques instants. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. On va parler avec vous de hip-hop, non pas de musique tout particulièrement, mais d'un film qui a été justement diffusé hier dans le nord de l'île. Vous nous direz de quoi il s'agit exactement tout à l'heure, Pierre. Mais d'abord, voici les titres de ce vendredi 2 juin. Depuis plusieurs mois, les avocats réclament la mise en œuvre de travaux, mais également des badges pour avoir libre accès au tribunal. Mais malgré les promesses faites, les choses n'évoluent pas. Hier, des engagements ont une nouvelle fois été pris, ce qui a permis de suspendre la grève prévue ce jour. Explication. Il y a un an, un documentaire inédit a été réalisé par la réalisatrice Najat Tarek. Intitulé Mayotte Hip-Hop Révolution, il évoque le travail mené par l'association créée il y a 10 ans par Abdallah Haribou. Hier soir, le film a été projeté à Bandraboua et nous étions au rendez-vous. Reportage. La dernière conférence de l'année universitaire a eu lieu ce midi au CUFR. Cette fois, le thème abordé concernait les sensibilités paysagères à Mayotte et les perceptions de la mangrove par les Mahorais. Focus sur ce dernier rendez-vous culturel du semestre à la fin de votre journal. Vendredi dernier, le Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Mayotte a décidé de durcir le ton face aux difficultés rencontrées par ces derniers. Il réclame ainsi des moyens d'accès au greffe, cabinet des juges d'instruction et salle d'audience du tribunal de grande instance. Autre demande émise, la mise à disposition d'un local adapté afin de préserver la confidentialité des justiciables ou encore des travaux de réfection dans le local des casiers. À ce titre, une grève a été prévue pour ce matin, mais hier, une réunion avec le président du tribunal a permis de désamorcer le conflit. Un sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Il y a quelques mois, les avocats du barreau de Mayotte avaient débrayé afin de réclamer des moyens leur permettant de travailler dignement. Depuis, plusieurs rencontres avec le responsable de la juridiction ont donné lieu à des promesses. Néanmoins, dans la mesure où elles ne sont toujours pas effectives, un mouvement de grève était prévu ce matin, comme l'explique le bâtonnier Ahmed Idriss. Une grève sectorisée. Les audiences pénales, exclusivement les audiences pénales et les audiences pénales d'urgence, c'est-à-dire la comparution immédiate, des mises en examen, après sortie de garde à vue, éventuellement aussi la présentation des mineurs. Donc c'était sectorisé, et aussi la cour d'assises. Et puisqu'on a envoyé notre motion au président de la cour d'assises, à la première présidente de la chambre d'appel de Mayotte, et la position elle était ferme. Elle était ferme non pas dans une optique ou dans l'objectif d'un bras de fer avec la juridiction, non. On sait que depuis octobre 2016, il y a eu plusieurs rencontres. Il y a eu plusieurs promesses qui ont été faites, mais on a constaté que rien n'a été concrétisé. Hier aux alentours de 17h, une nouvelle rencontre s'est tenue entre le président du tribunal de grande instance et le représentant du Conseil de l'Ordre des avocats. Au terme des discussions, de nouvelles promesses, mais écrites cette fois, ont pu être obtenues. La juridiction s'est engagée de deux manières. Donc par un mail hier, un compte rendu, un mail, la juridiction nous a fait un courriel dans lequel le président reprend ce qui s'engage à faire. Et ils se sont engagés aussi à faire signer un document ce matin. D'accord. Donc pour nous, c'est la preuve qu'effectivement tout a été fait, mais peut-être qu'il y a eu un petit dysfonctionnement quelque part ou une petite négligence quelque part, mais que l'intention de la juridiction n'était pas de refuser de nous remettre des badges ou de mettre des barrières ou de nous empêcher de faire notre travail. Le président du tribunal, Laurent Sabatier, a promis la remise vendredi prochain des passes d'accès aux locaux du palais de justice. En ce qui concerne les travaux, des devis sont en cours. Les nouvelles sont rassurantes donc, même si la vigilance reste de mise. Donc, moi, je pense que c'est un homme qui respecte sa parole, donc je ne pense pas qu'il
qu'ils puissent nous balader entre guillemets. Encore une fois, non, le 9 juin, on n'a pas de badge. Je pense que je vais arrêter de commettre d'office. Je suspendrai moi-même le tableau de permanence et je demanderai à tous les avocats de ne pas prêter leur concours aux justiciables. Et on va expliquer pourquoi. D'ailleurs, voilà, ils ont un peu l'ébauche de ce pourquoi on ne voudra pas les assister tant qu'on n'a pas ce qu'on a demandé. Et ce qu'on a demandé, c'est pas non plus de la mer à boire. Les demandes semblent en effet indispensables pour que la justice soit rendue dans de meilleures conditions. Car comme l'ont expliqué les avocats, les justiciables en seront les premiers bénéficiaires. Et autre grève qui, elle, se profile, celle au sein de l'éducation nationale, à l'origine du mouvement prévu mardi prochain, une intersyndicale regroupant le SNUIPP-FSU, le SNES, l'UNSA, auquel se sont joints les inspecteurs de l'éducation nationale. En ce qui concerne les revendications, elles ne sont pas nouvelles. Elles vont ainsi des moyens matériels et humains jusqu'à la reprise en compte de l'ancienneté des agents, en passant par les rythmes scolaires. Ce matin, nous recevions les représentants syndicaux à l'origine du préavis. Tous sont d'accord sur un point, c'est de faire avant toute chose le bilan sur la situation actuelle. Les explications avec Jean-Michel Vidus. Le problème dans la maison, il est multiple, je dirais, mais les questions sont connues. C'est tout d'abord le manque de moyens. Je crois qu'il faut... vous parliez d'un changement de gouvernement. Alors, effectivement, Jean-Michel Blanquer, aujourd'hui, est le nouveau ministre. Bon, on peut se féliciter des premières annonces, mais on ne peut pas se satisfaire de premières annonces. Oui. On a besoin d'actes sur Mayotte, on a besoin de mesures concrètes. Et le mouvement du 6 juin, c'est pour indiquer à ce nouveau gouvernement qu'il y a urgence à agir. D'accord. Et je pense que si on s'est mis d'accord, s'il y a un mouvement unitaire aujourd'hui dans l'éducation nationale, c'est bien qu'il y a le feu dans la maison. Dans un premier temps, c'est pour la rentrée de septembre. Il y a urgence en direction de cette rentrée. Et puis après, il faut s'inscrire dans un processus de dialogue de façon à tracer des priorités pour Mayotte. Alors les revendications, elles sont connues. Je laisserai Henri Noury pour le SNES indiquer certaines d'entre elles. Tout d'abord, notre demande d'un audit. Il faut qu'on puisse voir clair de la situation du système éducatif à Mayotte. Ouais. Ça, c'est une priorité. Donnons à présent la parole à notre invité, on disait tout à l'heure, Adrien Théeux, qui est candidat pour la France Insoumise pour ces législatives dans la circonscription 2. Adrien, on vous connaît, on vous a vu souvent sur ce plateau pour justement soutenir la candidature de votre président, Jean-Luc Mélenchon, pour les présidentielles. Aujourd'hui, vous êtes candidat. Qu'est-ce qui vous a conduit à arriver à ça? Est-ce que c'est une demande qu'on vous a faite venant des instances parisiennes, voyant votre implication, ou alors c'est une candidature spontanée? Alors, il faut savoir qu'à la France Insoumise, c'est un parti démocratique et la démocratie, ça commence par la démocratie locale. Et donc, c'est au niveau local, avec les camarades, qu'on a décidé de présenter des candidatures. On n'était pas forcément parti pour ça au départ, ce qui fait que la campagne est partie un petit peu en retard. Aujourd'hui, on est en train de rattraper la distance. Les camarades m'ont convaincu d'y aller parce qu'ils avaient été convaincus de mes prestations pour défendre, comme porte-parole pour la présidentielle. Voilà, moi j'aurais voulu que ce soit ma suppléante Fatima qui soit titulaire et moi qui soit suppléant. Ça m'aurait quand même permis d'être devant vous ce soir. Elle a des obligations familiales, d'ailleurs elle n'est pas là ce soir alors qu'elle aurait dû venir. Donc voilà, c'est moi qui prends le flambeau. Si j'ai accepté de présenter ma candidature, c'est avant tout pour mes enfants. Et quand je dis mes enfants, ce sont tous les enfants de Mayotte, parce que, comme vous le savez peut-être, je suis enseignant, et donc je participe à l'instruction et à l'éducation des enfants. Et donc, je trouve que notre île, elle est en danger. Il y a une menace, il y a des inquiétudes qui pèsent sur notre île, et j'essaierai de faire passer un message pour essayer de sortir notre île de ces problèmes-là. Alors justement, quelles sont les causes que vous comptez défendre si vous êtes élu député demain, Adrien? Alors, il y a une urgence sociale à Mayotte qui est évidente. On a plus de 80% de la population de Mayotte qui est en dessous du seuil de pauvreté. Donc la première des urgences, c'est de lutter contre la pauvreté. Et puis je dirais, il y a une urgence un peu dans tous les domaines. Dans le domaine de l'éducation, je suis concerné là-dessus et je me rends compte qu'il y a des problèmes. Dans le domaine de l'immigration, il ne faut pas se voiler la face aussi. Il y a des solutions qu'il faut avancer, qu'il faut proposer.
en urgence. Et dans tous les domaines, en fait, on a des choses à proposer, on a des choses à faire. C'est dans le domaine de l'environnement aussi, parce que si on n'y prend pas attention, on a eu un avant-goût avec la crise de l'eau, mais si on n'y prend pas attention, ça risque de s'accentuer et on risque de se retrouver face à de gros problèmes de santé de manière générale à Mayotte. Alors, vous allez rester sur la même ligne que celle qui avait été présentée pendant la présidentielle? Alors, nous avons un programme que nous avons présenté à la présidentielle. Nous ne changeons pas de programme. Le Parti socialiste a changé complètement son programme. Ils ont sorti Hamon et toutes ses propositions. Le Parti Les Républicains a changé complètement le programme, excite Fillon et toutes ses propositions. Le Parti En Marche garde ses propositions, mais il ne présente pas de candidat à Mayotte. Donc nous avons un programme qui reste le même depuis la présidentielle et nous avons des propositions concrètes, des projets de loi que je porterai au Parlement si je suis élu pour faire avancer Mayotte dans le bon sens vers l'égalité. Alors justement, on sait qu'aujourd'hui la question qui se pose auprès de plein d'autres parlementaires, quel positionnement aurez-vous face au président actuel, face à son projet pour la France? Alors nous sommes arrivés en tête dans plus de 200 circonscriptions au premier tour de la présidentielle, la France insoumise. Nous sommes arrivés en tête à La Réunion, à la Martinique, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane. Donc nous allons essayer de marquer l'essai, comme on dit en rugby. Le fait que Emmanuel Macron soit président, ça ne change rien. Le président n'est pas le chef du gouvernement. Ce n'est pas lui qui dirige le pays, c'est le chef du gouvernement, le Premier ministre. Et entre 1997 et 2002, sur les 30 dernières années, c'est la période pendant laquelle on a eu le meilleur gouvernement en France, puisqu'on avait Jacques Chirac qui était président de la République et surtout Lionel Jospin qui était Premier ministre. Il y avait une cohabitation, ça s'est très bien passé et la France a eu des excédents économiques à cette période-là. Donc nous, ce que nous voulons, c'est une cohabitation avec Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, et un gouvernement de la France insoumise. Alors comment vous voyez votre candidature? Comment vous voyez en tant que député mahorais, Adrien? En tant que député, je ferai le travail de député. Alors je rappelle un petit peu. Est-ce que les Mahorais seront en droit d'attente de vous? Alors ce que les Mahorais seront en droit d'attente de moi, c'est des propositions de loi concrètes. Et je prends un exemple. Nous, on veut une proposition de loi sur un bouclier social pour protéger les plus pauvres, les plus démunis, les anciens, les jeunes. Et dans ce bouclier social, nous inclurons par exemple pour les jeunes une indemnité, une allocation de vie de 800 € par mois. Pour leur permettre de vivre pendant leurs études sans avoir à travailler à McDo ou n'importe où. Donc ça c'est une première chose. Une autre chose, qui concerne tous les Français, c'est une mesure égalitaire, c'est une mesure de justice et c'est une mesure intelligente. C'est la gratuité de l'eau et l'électricité. Pour les besoins nécessaires, c'est-à-dire que pour les 20 premiers mètres cubes d'eau, et mettons les 400 premiers kilowattheures, pour une famille de 4 personnes, ce sera gratuit sur la facture. Après, plus on consommera, plus on paiera cher. Et ça favorisera aussi chez les gens un comportement responsable, parce qu'ils sauront que s'ils consomment beaucoup, s'ils abusent, ils paieront cher sur leur facture. Et pour les plus pauvres, c'est un soulagement tout de suite. C'est une bouffée d'air. 40 € en moins, on n'imagine pas, mais pour une personne âgée qui gagne 300 € par mois, 40 € en moins payés à la fin du mois, c'est magique. Dernière question, Adrien. Est-ce que, comme certains autres partis, est-ce que vous mettrez en place une espèce de démocratie participative où les citoyens pourront venir vers vous pour justement vous demander de prendre telle ou telle autre orientation? Alors, nous, à la France Insoumise, le suppléant n'est pas juste le suppléant. Le suppléant, c'est l'auxiliaire du député. Et donc, si je vais à Paris siéger à l'Assemblée, il y aura Fatima Saindou de Porouani qui sera ici, qui pourra recueillir les plaintes et les doléances des citoyens de Mayotte, nous informer sur la situation de Mayotte, pour qu'on puisse proposer des nouvelles lois, pour qu'on puisse changer l'avenir de Mayotte et pour qu'on puisse enfin retrouver le goût du bonheur. Merci en tout cas Adrien pour avoir accepté notre invitation sur ce plateau et d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes candidat pour la France Insoumise dans la Circo 2. Merci. Voilà. Tout le monde j'aime. Et il y a un peu plus d'un an, la réalisatrice et productrice Najat Tarek était à Mayotte afin de tourner un documentaire intitulé Mayotte Hip-Hop Révolution. À l'époque, l'association présidée par Abdallah Haribou organisait la 2e édition de son festival dédié à la culture hip-hop. Najat Tarek a donc durant quelques jours pu partager le quotidien de ces centaines de jeunes qui brillent grâce à cette pratique populaire ô combien fédératrice. Hier soir à Bandrabois, le film a été diffusé pour la première fois sur le département. Un sujet signé Anli Hamadi et Pierre Bellucci. En mai 2015, une équipe de breakdance venue de Mayotte remportait l'une des principales compétitions nationales de la discipline au Battle of the Year de Montpellier.
J'étais au bord de la Seine. Ce jour-là, le crew Lil Styles avait fait son show pieds nus. Comme un pied de nez à tous les b-boys, mais surtout une affirmation de leur identité mahoraise. Comment ces danseurs venus de ce petit bout de France, au large du canal du Mozambique, ont réalisé l'exploit de battre la plus grande compagnie de danse hip-hop de métropole. Il se passait quelque chose là-bas, quelque chose qui nous ramène aux racines et aux valeurs du hip-hop que j'ai connu. Un retour aux bases et aux fondamentaux de ce mouvement culturel militant. Mayotte Hip Hop Révolution, le documentaire de Nadja Tarek, était projeté hier soir à Bandrabois. Une première organisée par Ciné Moussafiri et l'association Hip Hop Évolution. Une association qui est au cœur de ce film de 52 minutes, qui rend fier celui grâce à qui tout a commencé il y a plus de 10 ans. Déjà en voyant ce documentaire, je pense qu'aujourd'hui on voit quand même l'explosion de la danse hip-hop en Mayotte. Les jeunes, comment ils kiffent ce mouvement. Et très franchement, j'encourage encore qu'on continue, puisque moi je continuerai encore avec eux. Et c'est vraiment quelque chose aujourd'hui, on se rend compte que c'est une très bonne chose pour Mayotte, avec tout ce qui se passe, tout ce qui se dit. Et quand on voit les gamins en mouvement et tout ça, donc c'est un moment où on oublie tout ce qui se passe sur le territoire. Donc voilà, pour moi c'est une fierté de continuer. Une fierté partagée par Loïc, l'un des b-boys mahorais qui apparaît dans le film avec son crew Team Nord. En effet, pour ce jeune danseur, ce documentaire peut permettre de montrer au grand public toutes les vertus de la danse hip-hop. Ça me motivera d'aller plus haut que cela. Et ça montrera aux autres, les grandes personnes, qu'on n'est pas des vagabonds, qu'on ne traîne pas. Par exemple, on s'entraîne pour d'autres choses, c'est pas forcément que pour la danse. Par exemple, pour les études aussi, par exemple comme le vagabond. Du côté des spectateurs, tous sont unanimes. Ce reportage montre clairement le travail considérable qui est mené sur le département pour permettre aux jeunes de pratiquer leur passion. Le film m'a plu parce que déjà je pense que c'est très bien ce que vous faites pour les jeunes. Parce qu'à Mayotte, il y a beaucoup de difficultés pour les jeunes, ils n'arrivent pas à s'en sortir, il y a beaucoup peu d'infrastructures pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Et il y a des jeunes, comme je vois, ils aiment beaucoup la danse, le hip-hop, tout ça. Et c'est très bien, j'ai pu voir qu'ils ont l'opportunité de pouvoir pratiquer leur passion. Alors, je trouve que ça représente bien Mayotte par rapport à ce que j'ai vu, c'est très court, mais je trouve que ça représente bien Mayotte. Et ce que j'ai compris de l'association, c'est une association qui se bat pour justement sortir les jeunes de cette galère ici, à savoir le logement ou l'éducation ou autre, par la danse ou par pas mal de regroupements comme ce soir ou comme les festivals qu'ils ont fait, quoi. Après plus de 10 ans d'existence, l'association Hip Hop Évolution joue aujourd'hui un rôle prépondérant dans l'accompagnement et l'épanouissement de centaines de jeunes. Néanmoins, son président ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Pour s'en rendre compte, il suffit de lui demander jusqu'où tout cela peut aller. Jusqu'à l'infini plus, ça existe ça. L'infini plus 1, plus 2, 1000%. Donc il n'y a pas de fin à ce mouvement. Tous les jours on découvre de nouveaux mouvements, on découvre des choses. Donc l'idée c'est vraiment de continuer d'aller plus loin, de creuser encore et d'en faire cette île. Une danse, l'île de danse hip-hop, parce qu'on en est capable. Et je suis persuadé avec la jeunesse qu'on a, cette génération qui monte, et on est capable de faire ça, on est capable de faire un exploit. Et je ne mourrai pas avant de voir cet exploit. Un combat de tous les instants pour faire de Mayotte la future Mecque de la danse hip-hop. Même si pour le chanteur et ancien danseur Dev Zenel, il n'y a déjà plus de doute. La capitale du hip-hop dans l'océan Indien, c'est 976. Alors Pierre, on le voit à travers ce reportage, Mayotte est mis en avant, la jeunesse mahoraise à travers ce mouvement hip-hop, un film qui retrace enfin les bonnes choses qui sont dans notre île. Effectivement, ça fait du bien déjà d'avoir des reportages positifs sur Mayotte, sur la culture hip-hop aussi. Alors le reportage est vraiment centré sur l'association hip-hop Évolution et aussi sur Abdallah Haribou, puisque c'est lui qui, il y a plus de 10 ans, a créé aussi ce mouvement. Alors aujourd'hui, il est aidé par beaucoup de personnes, mais c'est vrai que c'est lui qui a aussi créé, et cette culture hip-hop qui, au fur et à mesure, a pris sa place au sein du département et qui aujourd'hui a une place très importante et est primordiale pour l'avenir de ces jeunes. On va y venir, mais
mais un mot sur ce reportage, sur ce documentaire, 52 minutes, qui selon moi, je l'ai pas encore vu, j'ai pas encore eu la chance de le voir, mais c'est vrai que par rapport à l'association, sur les premiers commentaires qu'il y a, c'est un reportage qui est très bien fait. Pourquoi ? Parce qu'il est positif, il met vraiment l'accent sur toutes ces énergies positives qui naissent autour de la danse et autour de la culture hip-hop. Il ne tombe pas dans le misérabilisme, ça c'est aussi important, parce qu'il faut pas oublier que quand elle était venue, Nadja Harek, on l'avait reçue d'ailleurs ici, elle était venue voir un JT, on avait pu échanger avec elle à plusieurs reprises, notamment lors du BOTY. Il faut pas oublier que dans ce reportage, le BOTY avait été annulé l'année dernière, place de la République. Il y avait eu des violences, il y avait eu des problèmes, donc elle aurait très bien pu faire passer le côté négatif, ou il aurait pu, et pas du tout. L'objectif c'était vraiment pas ça, c'est de montrer que effectivement il y a des problèmes, il y a des problèmes de délinquance, mais que justement l'un des remèdes c'est aussi ça, c'est aussi ce sont toutes ces associations, toutes ces forces vives qui essayent d'aller vers le côté positif des choses et d'amener ces jeunes aussi à s'exprimer, parce qu'ils ne demandent que ça. Alors ça ouvre beaucoup de perspectives pour l'association et plus largement pour Mayotte, Pierre. Oui, c'est vraiment une mise en lumière de ce travail qui est fait bien souvent dans l'ombre. Alors c'est sûr que aujourd'hui il y a des festivals, il y a beaucoup de choses, mais il y a un gros travail qui est effectué derrière, dont on n'a pas forcément idée. Donc c'est bien. Puis c'est bien aussi parce que ça amène à montrer ce qui se passe au niveau national, puisque ce reportage il est diffusé aussi au niveau national. Donc ça c'est très important. Et puis aussi bien entendu pour l'avenir de la culture aussi à Mayotte de manière générale. Il y a quelques semaines de cela, l'association Hip Hop Evolution et également accompagné d'autres associations artistiques, comme par exemple la compagnie de théâtre Ariar. Ils sont allés à un festival, le festival Tempo, qui a eu lieu à La Réunion, à Saint-Leu. Ils se sont notamment produits lors des rencontres interdépartementales artistiques, les RIDA, dans lesquelles il y a des programmateurs qui viennent d'un peu partout, justement pour voir un peu ce qui se fait dans l'océan Indien, et puis notamment à Mayotte, puisqu'il y avait des représentants de Mayotte. Je parlais d'Ariar, d'Hip Hop Evolution. Hip Hop Evolution qui a présenté un spectacle, Utungu, qui était d'ailleurs au sein du festival, de la 3e édition du festival qui a eu lieu cette année. On s'en souvient, on avait filmé ce spectacle qui avait eu beaucoup d'effets sur le public à Mayotte et qui a eu aussi beaucoup d'effets, puisque le spectacle a obtenu 6 dates en métropole en septembre prochain. Donc on le voit, le chemin quand même depuis 10 ans est très important. Maintenant il y a des dates en métropole, il y a pourquoi pas éventuellement des programmateurs qui seraient intéressés sur l'Inde et au Mozambique, donc on voit vraiment aussi le rayonnement qui pourrait être à l'échelle internationale, parce que c'est aussi la prochaine étape. Abdallah Haribou expliquait que voilà, maintenant il faut encore aller plus loin, on va pas s'arrêter là, et la prochaine étape c'est aussi de permettre à ces danseurs d'avoir des perspectives d'avenir et pourquoi pas de vivre de leur passion, et c'est ça la prochaine étape, puisque forcément il y aura rémunération si on commence à avoir des spectacles qui sont créés, puisque le breakdance effectivement c'est une danse qui est très importante à Mayotte, mais qui au niveau des débouchés pour en vivre c'est compliqué. Par contre de créer des spectacles de danse, et on sait que notamment en Street Dancer Show il n'y a pas que du breakdance, il y a beaucoup d'autres danses, et justement ces danses là elles peuvent amener à des débouchés, à des métiers, et donc voilà c'est très important. Et aussi ce groupement qui a été créé, ce groupement artistique avec plusieurs domaines de culturels, avec notamment aussi le théâtre, c'est important. Pourquoi ? Parce que ça montre aussi aux politiques publiques que si elles s'engagent, et si elles soutiennent, il y a vraiment du talent, il y a un vivier extraordinaire, on ne cesse de le dire avec ces jeunes à Mayotte, et on peut les pousser, il faut les soutenir, et on peut arriver à de très très grandes choses. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. Et autre sujet à présent, les champions de handball du département se sont envolés hier soir pour la métropole, direction Paris, pour participer aux finales ultramarines du championnat de National 3. Chez les hommes, ce sont les joueurs du club de Tingoni qui auront la lourde tâche de représenter Mayotte. Objectif, atteindre la demi-finale, voire plus. Du côté des dames, l'équipe de Combani vise les sommets, même si la concurrence s'annonce rude. Hier soir, nous avons pu prendre la température à la barge avant le début de la compétition prévue lundi. Un reportage signé Sony Chamsidine. La commune de Tingoni, fer de lance du handball local, se frottera au top du top ultramarin lors des prochains championnats de France de National 3. Chez les hommes, c'est l'équipe de Tingoni qui défendra les couleurs mahoraises, et les champions de l'île ne manquent pas d'ambition à la veille de l'ouverture de la compétition. Faire mieux que les années d'avant. Les années d'avant, on se faisait éliminer déjà dès le premier tour, et là, on a comme ambition d'aller jusqu'en demi-finale, ne serait-ce que la finale. Et donc maintenant, chaque équipe se prépare différemment, mais on va aller le plus loin possible. Championne et vainqueur de la Coupe de Mayotte,
Les filles du Kombani Handball Club tenteront quant à elles de confirmer leur bonne fin de saison. Notre objectif, c'est finir sur le podium au niveau ultramarin et puis voir pourquoi ne pas aller titiller les championnats de France Nationale 3. Certes, on a deux joueuses qui ne sont pas avec nous, qu'on aimerait qu'ils soient là, mais avec les autres, je suis serein. Et on va là-bas pour notre jeu, on ne va pas là-bas pour copier les jeux des autres, mais on va jouer notre jeu et puis après on fera le bilan à la fin. 2 villages et une commune qui comptent sur le soutien de la communauté mahoraise de métropole. En général, c'est ce qui manque, donc on comprend un petit le déplacement, le trajet. Mais ceux qui sont à Paris, déjà, s'ils pouvaient venir nous encourager au hall Al-Carpentier, ça serait sympa. Tous les Mahorais qui sont dans les environs, qui sont sur Paris, qui viennent nous encourager au maximum. On est là, qu'ils soient des Kombani, qu'ils soient des Tsingoni, qu'ils soient des Mayotte d'autres. On est là-bas pour représenter Mayotte. Donc je le promets qu'on ne va pas les décevoir, on va jouer à fond pour représenter notre île. Tout donné pour Mayotte est terminé sur le toit des Outre-mer. Pour cela, les 2 équipes devront faire face à des adversaires de taille. Début de la compétition ce lundi. Et voyons maintenant ce qu'il en est du reste de l'actualité de ce vendredi 2 juin. Voici un petit tour d'horizon tout de suite dans l'actualité en bref. Mercredi, et suite à un appel téléphonique, une alerte à la bombe a été déclenchée au lycée de Chirongui. En effet, une voix paraissant juvénile a contacté l'établissement en expliquant qu'une bombe était cachée dans les bâtiments. Dans le doute, élèves et personnels ont été évacués, tandis que la gendarmerie a passé l'ensemble du lycée au peigne fin. Les élèves ont également été fouillés, mais les militaires n'ont absolument rien trouvé, laissant penser à un canular. Une enquête a depuis été ouverte et 2 jeunes du lycée âgés de 16 ans ont été placés en garde à vue. Ils risquent désormais très gros, car selon l'article 322-14 du Code pénal, le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Le quotidien régional Ouest France vient de se faire le relais d'un nouveau drame impliquant un jeune manceau de 30 ans qui a grandi à Mayotte. Disparu samedi 27 mai à la Gemmerie dans la Sarthe, il a été retrouvé lundi après 2 jours de recherche intensive réalisée par les plongeurs de la gendarmerie. Selon les premières informations, samedi il avait tenté de traverser à la nage le lac de la Gemmerie à Arnage avec 2 amis. L'un d'eux a réussi à atteindre la berge opposée, tandis que les 2 autres, dont le défunt, ont fait demi-tour. Une enquête a été ouverte pour connaître les circonstances exactes du décès. En raison de l'autopsie, le rapatriement du corps vers le 101e département est donc en suspens. Néanmoins, la famille fait aujourd'hui part de son désarroi. En effet, le conseil départemental a refusé d'accorder son aide en vue du rapatriement, expliquant que si le jeune homme était bien français et issu d'une famille mahoraise, il n'est néanmoins pas né à Mayotte, mais à Anjouan. Le 11 février 2017, le parc naturel marin de Mayotte, l'association des pêcheurs à pied de Mtsahara et la commune de Mtsamboro ont lancé la 2e fermeture temporaire de pêche à pied du département afin de laisser les poulpes grandir et se reproduire. Samedi dernier, l'heure de la réouverture avait sonné et plus de 250 pêcheurs à pied étaient réunis sur la plage de Mtsahara. Des captures records de poulpes pesant jusqu'à 5 kg ont ainsi pu être réalisées. Grâce à cette période de repos, les poulpes se développeraient plus rapidement, seraient plus nombreux et plus gros. Le projet aurait déjà séduit d'autres villages et communes et pourrait ainsi s'étendre. A noter également que pour mieux sensibiliser le grand public, le parc naturel marin a réalisé Objectif Poulpe, un film de 26 minutes relatant l'intégralité de la première fermeture temporaire de Mbouanatsa, ainsi que le succès des réserves de poulpes de Madagascar. Et enfin, la dernière conférence de l'année universitaire a eu lieu ce midi au CEFR de Dembéni. Cyrielle de Souza et Juliette Bidon, étudiantes en Master 2 de géographie appliquée à l'environnement, ont pu y présenter leurs travaux. Des travaux qui portent d'une part sur les sensibilités paysagères à Mayotte et d'autre part sur les pratiques, usages, perceptions et connaissances de la mangrove par les Mahorais. Je vous propose ainsi de faire un zoom sur ce dernier rendez-vous du semestre dédié à l'environnement dans ce reportage signé Adèle Laurent. Les sensibilités paysagères à Mayotte, réflexion sur l'application d'un concept occidental. C'est le thème de l'enquête à laquelle participe Juliette Bidon.
Cette étudiante en Master 2 de géographie à la Sorbonne et au Muséum d'histoire naturelle de Paris est venue à Mayotte effectuer un stage de 5 mois au CUFR. Et ce midi, elle a rendu public les résultats préliminaires de cette enquête. Elle nous en dit plus sur les sensibilités paysagères des habitants de l'île aux Lagons. Concrètement, il faudrait qu'il y ait dans une société paysagère une représentation littéraire de paysages, une représentation picturale, la présence de tableaux paysagers, de peintures, un mot pour dire paysage et des jardins d'agrément. Mais ce qui justement nous intéresse ici, c'est de voir comment on peut montrer que oui, il y a bien une perception paysagère et des sensibilités paysagères à l'environnement et un rapport à l'environnement qui est intéressant à Mayotte, mais qui dépasse un peu ce cadre initial. Ce qu'on peut voir pour le moment, c'est qu'il y a plus un rapport affectif qui se joue à l'environnement, que la plupart des paysages évoqués lorsqu'on demande aux gens quels sont leurs paysages préférés, notamment dans la population des plus de 35 ans, c'est leur champ par exemple. Que les plages et les endroits typiques auxquels on s'attendrait d'avoir n'apparaissent que chez les jeunes par exemple, mais c'est moins marqué. Et on commence aussi une campagne d'entretien donc du coup avec des métropolitains où on voit que là clairement des lieux typiques reviennent régulièrement, donc notamment les plages pour les paysages aimés et la ville pour les paysages non aimés, alors que c'est absolument pas le cas pour les Mahorais. Et ce n'est pas la seule enquête concernant les rapports entre l'homme et la nature. En effet, des étudiants en géographie du CUFR ont profité du projet de la mairie de Chirungi visant à créer un musée itinérant sur la mangrove pour mener une enquête auprès de 84 habitants. Objectif, en savoir plus sur leur perception, pratique et connaissance des mangroves. Et c'est Cyrielle de Souza, étudiante à l'université Paris Diderot Paris 7 et stagiaire au CUFR dans le cadre du projet ARESMA, qui a exploité ces données. Elle nous en dit plus sur les tendances obtenues, parfois surprenantes. Certaines idées probablement reçues sont déconstruites, comme la peur des mangroves qui pourrait influencer sur les activités ou la fréquentation, comme voilà, un espace justement qui n'est pas fréquenté ou qui ne fait pas l'objet de pratiques. Voilà, finalement si la mangrove était fréquentée globalement par les personnes interrogées qui pratiquent des activités. Et, les conclusions, c'est que voilà, c'est un espace de vie pour pas mal de personnes, de notre échantillon, qu'il n'est pas forcément considéré comme hostile et qu'au final, voilà, de nombreuses activités y sont pratiquées. Pour 60% des sondés, la mangrove reste un écosystème menacé de disparition dû à l'importante présence de déchets et 99% considèrent qu'il est important de la préserver. En effet, les mangroves jouent un rôle primordial pour la préservation des terres et du lagon, ainsi que pour la biodiversité de l'île. Elles nous protègent et notre rôle est d'en faire de même en retour. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition à retrouver sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Et jour férié oblige, je vous donne rendez-vous mardi pour une nouvelle édition du journal. D'ici là, passez une excellente fin de semaine.